Femme du monde, femme debout, vaillante et rebelle, ce chant est pour nous. Wimbalala, 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 yeah. Bonjour à toutes Wimbalala, et bienvenue dans ce wimbalala, nouvel épisode du balado d'une mère à l'autre, de Maman sans tabou, le balado qui donne voix au chapitre aux mamans plutôt qu'aux spécialistes en tout genre. Alors pour celles qui me suivent régulièrement, vous voyez qu'on a changé de décor aujourd'hui. Euh, la première raison, en fait, c'est que mes filles sont à la maison et je me suis dit que c'était dehors que j'allais avoir le plus de calme et de silence. Mais en y réfléchissant, je me suis dit que c'était parfait d'enregistrer cet épisode dehors puisque on entre dans le cycle lunaire de celle qui aime toutes choses. Et c'est une mère de clan qui est vraiment ancrée dans le plaisir des sens. Et quoi de mieux, en fait, qu'être dehors et de profiter, en même temps que du son de ma voix, peut-être des sons des oiseaux ou du vent que vous allez peut-être percevoir autour de vous. Alors, avec cette mère de clan, on est en plein dans l'esprit de l'été et ça correspond parfaitement avec le signe du zodiaque en fait qui va entamer cette nouvelle lune, qui est le signe du lion. Et je ne sais pas si vous avez des amis lions autour de vous, moi j'en ai. C'est vraiment un signe de feu, de créativité, d'espièglerie. Hein, souvent, les lions sont des leaders chaleureux qui aiment nourrir et protéger, qui nous apprennent à célébrer la vie avec passion, euh, à être audacieux aussi. Et vous allez voir, ce sont tous des thèmes qu'on retrouve auprès de cette mère de clan. Et c'est tout. Alors, comme toujours, je vais démarrer l'épisode en vous relisant le poème et les enseignements de la septième mère de clan tels qu'elles nous sont présentés dans le livre de Jamie Sands, La voix des 13 mères originelles. Juillet, celle qui aime toutes choses, la mère de l'amour inconditionnel et de tous les actes de plaisir, la gardienne de la sagesse sexuelle et du respect de soi, l'amoureuse sensuelle, la mère nourricière, la chaleur féminine, la gardienne des besoins de la famille. Elle nous enseigne à mettre en œuvre le respect, la confiance et l'intimité dans toutes nos relations, à aimer tous les aspects de notre vie, ses leçons, la sexualité et l'existence physique, à être une femme aimante, une mère qui prend soin, une amoureuse sensuelle et une amie en qui on peut avoir confiance, à se pardonner à soi-même et aux autres, en développant l'acceptation et en fuyant les critiques. Elle nous enseigne à aimer la vérité. Son poème. Mère, montre-moi comment aimer au-delà de mes peurs humaines. Enseigne-moi toutes les joies de la vie derrière le voile des larmes. Fais que je trouve le plaisir des bras aimants d'un amoureux, que je connaisse la sagesse du respect donné sans exigence. Ô gardienne du pardon, enseigne-moi comment voir au-delà des jugements mesquins en soutenant la dignité humaine. J'apprendrai ta médecine de mère, d'amante, d'amie, en apprenant aux autres à aimer et à réparer leur cœur brisé. Alors voilà, tout un programme avec cette mère de clan. Hein. On parle beaucoup d'amour, de sexualité, mais aussi de pardon. Hein. Comme dans chaque conte, dans chaque enseignement autochtone, il y a aussi un côté sombre et c'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Je commencerai en disant en fait à quel point je suis ébahie de constater combien les enseignements de chaque mère de clan arrivent à point nommé dans ma vie, à quel point en fait ce qui se passe en ce moment pour moi fait écho à la mère de clan du mois de juillet. Euh, et ça, on le voit dès le début du poème. Hein. On nous parle de réconcilier les contraires, hein, l'amour et la peur, la joie de vivre et les larmes. Puis c'est vraiment la mère de clan qui va nous aider à assumer nos désirs et à réconcilier toutes les parties qui nous composent. C'est celle qui réunit tous les archétypes féminins d'ailleurs, la mère, l'amante et l'amie. Alors en relisant le conte, j'ai pas pu m'empêcher de repenser à mon tout premier stage à Kinawat. J'en ai déjà parlé ici plusieurs fois. Je me rappelle plus le titre, mais c'était vraiment un stage de ressourcement pour femmes
qui se donne encore cette année. D'ailleurs, je ne sais pas s'il est déjà passé, je vérifierai, puis je vous mettrai le lien avec les dates dans le descriptif de l'épisode, pour réunir en fait tous ces rôles hein, que l'on endosse en tant que femme. Moi, ça a été le début de mon cheminement. À l'époque, j'allaitais ma plus jeune qui avait 2 ans et je ne savais pas si je voulais arrêter. Et puis, ce que j'ai vécu dans la retraite, en fait, ça m'a vraiment euh, aidé à concilier mon rôle de mère et mon rôle de femme. Et il se trouve que cette année, avant de partir en vacances et d'enregistrer cet épisode, j'ai participé à une retraite tantrique menée par Julie Isabelle qui s'appelait Ose danser tes archétypes, qui portait là encore sur les archétypes féminins, les 4 archétypes, pardon, sombres du tantra. Euh, et et ça m'a vraiment permis, en fait, d'avancer encore plus dans la réconciliation de toutes ces parties de moi. Je vais vous en parler plus en détail au cours de l'épisode. Alors, comme toujours, le, le conte, les enseignements, en fait, de celle qui aime toutes choses, euh, se découpent, si on veut, en 4 thèmes majeurs. Il y a d'abord le plaisir des sens, la sexualité, l'amour et le pardon. Donc, je vais passer au travers de ces 4 thèmes euh, en faisant allusion au conte et en vous donnant ici ou là quelques pépites, quelques ressources en fait, et en faisant bien sûr des allusions à ma vie personnelle parce que je suis persuadée qu'en partageant mon histoire, il va y avoir des échos chez vous et que ça peut peut-être éveiller une petite flamme. Voilà. Alors, le premier thème, c'est le plaisir des sens. Puis c'est vraiment l'idée avec cette mère de clan qu'il n'y a pas de séparation entre la vie physique et la vie spirituelle, puisque le Créateur nous a donné un corps qui est notre seul véhicule, en fait, pour expérimenter la vie sur Terre. Donc, c'est important d'aimer son corps, d'honorer le plaisir d'être en vie aussi. Et il y a cette idée de réciprocité. Hein. Si on aime son corps, il va nous le rendre en étant en bonne santé, donc en continuant à nous permettre de faire ce qu'on fait tous les jours. Et en se respectant, les autres vont nous respecter. Et on est tout de suite dans le plaisir des sens avec cette mère de clan, puisque le conte commence quand elle se repose au soleil. Et Jamie Sens nous décrit vraiment en détail euh, toutes les sensations qu'elle ressent. Puis on sent vraiment dans le conte hein, qu'on est dans cette énergie de l'été amorcée au cycle précédent avec la conteuse. Donc elle nous décrit comment elle savoure le vent sur sa peau, la chaleur du soleil. Peut-être elle entend les cigales, hein, comme vous et moi. Peut-être vous les entendez, je sais pas, moi je les entends. Euh, et pendant qu'elle savoure tout ça, elle se remémore son parcours. Et ce qu'on nous dit, c'est que elle est comme le colibri. Elle a toujours savouré avec joie les plaisirs de la vie. Euh, et que c'est vraiment important, en fait, pour, euh, pour une vie harmonieuse, j'ai envie de dire. Et quand elle se remémore son parcours, la première chose qui lui vient en tête, en fait, c'est son entrée dans la sexualité avec celui qui allait devenir le père de ses enfants. Dans le conte, il s'appelle Feathering Dog. Alors, j'ai pas trouvé la traduction, mais c'est vraiment, vous l'entendez dans le nom, hein, dans Feathering, il y a la plume, puis Dog, le chien. Donc, euh, le chien, c'est la loyauté, il y a de la douceur, puis c'est vraiment effectivement le compagnon fidèle, loyal euh, envers sa vérité et loyal en amour et en amitié. Euh, et moi, c'est la façon dont l'homme est décrit en fait dans le conte, ça me rappelle vraiment mon mari et à quel point il a fallu que je le trouve lui, avec justement cette douceur, cette loyauté, euh, pour me sentir bien, en fait, et en sécurité dans ma sexualité. Et dans les enseignements de Jamie Sens, les 3 éléments de base de toute bonne relation amoureuse, c'est le respect, la confiance et l'intimité. Et ce sont des principes qu'on retrouve aussi en sexualité sacrée, dans le tantrisme. Euh, et cette importance, en fait, de découvrir le plaisir de la sexualité sans culpabilité, sans peur et sans douleur. Et on voit vraiment, en fait, dans la description du couple qu'elle a formé avec Feathering Dog, euh, à quel point ils cultivent les deux l'art du donner et du recevoir. Et ça, c'est vraiment le fondement aussi du tantrisme.
Et en le relisant, j'ai pensé à un exercice qu'on a fait durant la retraite tantrique dont je vous parlais au début, qui était une lap dance, donc une danse sans contact, une danse contact d'ailleurs, je ne sais plus c'est quoi la traduction en français parce que on se touche un peu quand même. Donc il y avait à tour de rôle en fait, on était assis sur des chaises et on recevait une danse d'une autre femme ou on était debout à offrir la danse. Et on a fait ça à la fin de la soirée après une journée remplie d'exercices, etc., où on a euh, euh, traversé nos peurs, guéri des blessures, etc. Puis euh, découvert aussi hein, les quatre archétypes euh, du tantra. Mais cet exercice-là, pour moi, ça a été vraiment la découverte qu'il y a autant de plaisir en fait à donner qu'à recevoir. Et j'étais fatiguée en fait au moment où on l'a fait. J'étais comme, oh non, pas encore une autre danse. C'était vraiment la fin d'une grosse journée. Et finalement, ça a été vraiment mon moment waouh, en fait, j'ai envie de dire, de la fin de semaine. Euh, et j'ai vraiment goûté, en fait, pas intellectuellement, mais dans le corps, je me suis dit, mais c'est vrai, c'est aussi excitant de donner à quelqu'un et de voir comment on peut jouer avec lui. Et puis on se regardait, hein, de voir aussi comment l'autre le reçoit et d'adapter. Hein. C'est un dialogue, c'est un peu comme la danse. Je voyais bien qu'il y avait des femmes qui étaient plus gênées avec qui je pouvais aller moins loin et d'autres qui en demandaient plus. Donc je pouvais me permettre moi-même d'explorer puis de leur en donner plus. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement excitant. Pour vous dire, j'étais dans mes lunes pendant cette retraite. Et d'habitude, c'est vraiment un moment où j'ai pas de libido. Et là, ma libido, elle allait exploser. Donc, c'est vraiment très puissant. Et ça m'a fait réfléchir que euh, dans ma propre relation sexuelle avec mon mari, euh, j'avais oublié ça. Et parfois, j'étais un petit peu frustrée parce que j'avais pas l'impression de recevoir assez. Et puis bon, je sais que de son côté, c'est la même chose. Mais là, je me suis dit, il y a en fait beaucoup de plaisir dans le fait de donner. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut cultiver parce que c'est vraiment puissant. Euh, et puis, je vais continuer sur cette retraite, en fait, parce que elle a trait évidemment à la sexualité, mais pas que. Et vous allez voir qu'il y a d'autres liens avec les enseignements de la septième mère de clan. Et aussi une continuité, en fait, avec la sixième. Euh, Quand je suis arrivée à la retraite, en fait, mon intention, c'était d'oser briller et de me montrer telle que je suis dans toutes mes facettes, comme nous l'avait enseigné la sixième mère de clan. Et donc, j'ai commencé en disant que ben, voilà, je suis auteur, que c'est nouveau pour moi et que je veux enfin pouvoir laisser ça jaillir à la lumière. Mais je me suis aussi rendu compte dans cette retraite, en fait, à quel point j'avais peur de perdre l'amour en assumant mes désirs. À quel point, en fait, le regard des autres me collait à la peau. Et j'ai fait, en fait, un peu comme la septième mère, je me suis remémoré, moi, mon entrée dans la sexualité et j'ai réalisé à quel point, en fait, c'était teinté de culpabilité. Je me rappelle, en fait, au tout début, hein, quand j'étais jeune, que je découvrais la sexualité, combien j'avais beaucoup de désirs, je ne savais pas quoi faire de toutes ces sensations. Puis c'est exactement ça qu'elle décrit dans son histoire, d'ailleurs, la septième mère de clan. Euh, mais dès le début, hein, je sentais que c'était, enfin, dans mon entourage, dans la société, que c'était pas bien, que c'était mal vu. Puis à chaque fois que j'osais me laisser faire, j'osais explorer plus loin, je sentais qu'il y avait un danger. Euh, et puis, je me rappelle de discussions qu'on avait eues aussi. Tu sais, la masturbation à l'époque, c'était mal vu. Des discussions qu'on avait eues avec des amis sur le fait tu sais, de jouir en faisant du bruit ou pas. Puis, il y a énormément de jugements qui fait qu'on culpabilise, surtout quand on est adolescent ou jeune adulte hein, et qu'on n'a pas vraiment de connaissances sur le sujet. Tout ce qu'on entend peut nous affecter beaucoup. Et j'ai développé en fait une espèce de honte, mais qui n'a- ne touche pas seulement en fait à ma sexualité. C'est ça que j'ai réalisé, c'est que j'ai enregistré en fait comme croyance euh, l'idée que c'est dangereux d'assumer tous mes désirs. Et donc, pour essayer de déconstruire ça, pendant la retraite, moi, j'ai incarné ce qu'on appelait la cheap slut, donc la prostituée de bas étage, j'ai envie de dire, hein, celle qui assume tous ses désirs, qui se fiche en fait du jugement des autres, parce que moi, c'est vraiment ça qui m'empêchait.
en fait, d'avancer dans la vie, le jugement des autres. Et j'ai réalisé, en fait, à travers cette retraite, euh, qu'on pouvait jouer sans qu'il y ait de conséquences. Que c'est pas parce que je vais euh, attiser quelqu'un que je dois absolument tout lui donner. On a le droit aussi d'avoir des désirs, toutes sortes de désirs. On a le droit de les exprimer euh, sans pour autant euh, vouloir aller plus loin. En fait, c'est à nous de définir le cadre, de mettre nos limites. Parce que, et ça, en fait, je veux dire, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien parce que je suis quelqu'un qui aime attiser la flamme. Euh, mais souvent, je m'empêche de le faire parce que dans plusieurs expériences que j'ai eues avec des hommes au cours de ma vie, eux sont cru que bon, ça, ont cru que ça pouvait aller plus loin, puis ça nous a amené parfois dans des situations assez embarrassantes. Puis il y a beaucoup hein, dans cette société l'idée en fait que la responsabilité, par exemple, du viol repose sur nos épaules. C'est que bah, tu veux pas te faire violer, tu sors pas dans la rue habillé en cuir, mini-jupe et tout ça. Mais pourquoi? Pourquoi? Le désir de l'autre lui appartient. Donc, si moi j'ai envie, alors on s'entend, il y a un minimum de décence à respecter, mais si j'ai envie de montrer certains de mes attributs et que je sens bien dans cette tenue, pourquoi est-ce que je devrais essuyer des sifflements, des quolibets, des remarques désagréables parce que l'autre en face n'est pas capable de se retenir? Mais ça, c'est quelque chose qu'on nous fait beaucoup porter à nous, les femmes. Hein. Demandez à celles qui sont victimes de viol, vous verrez à quel point il y a une culpabilité qui nous est inculquée, en fait, nous est donnée. Donc, c'est de se dire, ben non, ça ne m'appartient pas. Et comme moi, je me suis beaucoup fait juger, en fait, dans tout ça, j'ai réprimé beaucoup de choses. Alors que, et c'est ce que j'ai réalisé pendant la retraite, ce côté qui aime titiller, ce côté audacieux, ce côté plein de vie, c'est ce qui attire les gens à moi. Depuis toute petite, un peu comme la septième mère de clan, moi, je mords dans la vie à pleines dents. Et c'est d'ailleurs ce que les femmes ont reconnu en moi, mon audace, ma joie de vivre, ma façon d'assumer mes désirs, ma différence, etc. Et donc, ça m'a fait beaucoup de bien, cette retraite, de pouvoir justement dire, ben oui, moi, c'est ça que j'ai envie de faire et je vais l'assumer jusqu'au bout, peu importe ce que vous en pensez. Ça m'a d'ailleurs réconciliée avec mon identité de française. Hein. Si vous m'avez suivi sur les réseaux, j'ai posté le 15 juillet un texte en fait où j'explique à quel point j'avais mis cette partie de moi de côté parce que je voulais m'intégrer ici. Mais cette audace, ce côté peut-être un peu arrogant des Français, en fait, il fait partie de moi. Il fait partie de moi et c'est une de mes qualités aussi. Il n'y a pas juste un défaut là-dedans. Et ça m'a inspiré en fait un article sur le pouvoir de l'écriture, à quel point c'est l'écriture en fait qui m'avait aussi permis de faire cette réconciliation. Je vous mettrai bien sûr les liens dans les notes de l'épisode. Et donc euh, maintenant en fait que j'ai, je me suis passée par là avec cette retraite, en fait j'ai fait ce cheminement, ce pas de plus euh, j'ai vraiment envie d'oser plus, assumer qui je suis, offrir en fait ce qui me ressemble. C'est pour ça que j'ai décidé de ne plus offrir de cercle en ligne, mais vraiment un cercle en présentiel, comme moi j'ai envie de le faire, dehors, en nature, dans un parc. Un cercle où on célèbre, un cercle de joie justement, où j'ai envie qu'on échange sur tous ces petits plaisirs de la vie, hein, qu'on soit assis dans l'herbe, qu'on sente l'herbe sous nos pieds. Euh, Ce matin, je suis allée m'entraîner justement dans le parc où je veux faire ce cercle. L'herbe était encore mouillée, mais c'est pas grave. Moi, je me suis allongée pour faire mes exercices de musculation. C'est tellement agréable, ça sentait bon. Euh, Ça m'a rappelé aussi les vacances. Pendant les vacances en Gaspésie, on a traversé l'île Bonaventure après un orage et on était dans la forêt, donc ça sentait bon l'épinette et tout ça. Et c'est ce plaisir d'essence que je trouve que beaucoup de gens ont perdu et que je veux en fait vous redonner en fait à travers ce cercle. Donc je vous mettrai toutes les infos dans le lien de l'épisode. Euh, et c'est aussi en fait cette guérison en fait qui fait que j'ose enfin vous offrir aussi mon programme sur la créativité. Alors, j'ai pas encore tous les détails. Il est monté. Il faut juste que je prépare les publications. Mais pourquoi je veux vous offrir ça? Ben, parce que c'est moi. C'est ma couleur.
ça me permet de réunir tout ce que j'aime, hein, la transmission, l'enseignement, euh, le- la danse, le chant, euh, l'écriture. Voilà. Et un peu de spiritualité aussi, évidemment, parce que ça fait partie de moi. Donc, alors après la sexualité, le troisième thème abordé dans les enseignements de la septième mère de clan, c'est l'amour. L'amour inconditionnel. Euh, D'ailleurs, la couleur de cette mère de clan, c'est le jaune. Et le jaune, ah bon, c'est relié au soleil, à la joie de vivre, hein, donc c'est un lien avec le plaisir. Mais c'est aussi, chez les autochtones, le symbole de l'amour, hein, parce que le soleil, il brille inconditionnellement pour tous et toutes de la même façon. Il n'économise pas ses rayons. Euh, donc c'est vraiment cette idée que nous sommes capables, nous aussi, d'offrir autant de lumière et d'amour aux autres. Euh, et donc, après cette découverte de la sexualité avec son partenaire, euh, la septième mère de clan découvre l'amour en devenant mère. Et c'est vraiment celle qui arrive à concilier son rôle de femme aimante et sensuelle et de mère nourricière, en fait. Euh, cette conciliation, en fait, de la vie familiale et la vie de couple. Comme une mère aimante, en fait, elle nous laisse faire nos propres expériences sans nous juger, mais elle est toujours là pour réparer nos cœurs brisés. Euh, Elle est prête à nous aimer, en fait, jusqu'à ce qu'on soit capable de s'aimer soi-même, puisque ça a été son cheminement, c'est ce que je vais vous expliquer par la suite. Euh, et quand elle est devenue mère, euh, elle a découvert, on parlait tantôt hein, de la joie de donner et recevoir, elle a découvert ça à un autre niveau. Euh, Avec ses enfants notamment, elle a redécouvert le monde à travers leurs yeux. Donc ça lui a rappelé en fait cette joie d'être en vie, de découvrir le monde euh, et le bonheur qu'il y a en fait à donner inconditionnellement. Et il y a un animal aussi qui symbolise beaucoup cet amour dans le conte, qui est la pieuvre, qu'elle va rencontrer un petit peu plus tard. Et la pieuvre, c'est vraiment cette image, en fait, que dans le conte, elle la prend avec ses huit bras. Et c'est vraiment cette idée que l'amour, il est présent partout autour de nous. Euh, Prêt à nous enlacer, en fait, dans toutes les directions si nous acceptons de le recevoir. Et souvent, c'est là que ça bloque. Euh, et dans la description de cet amour inconditionnel, euh, j'ai pas pu m'empêcher en fait de penser là aussi à une sensation que j'ai ressentie pendant la retraite quand on a dansé avec les sept chakras et quand on est arrivé dans le cœur, moi c'est là que tout s'est ouvert. Je me suis mise à pleurer parce que j'ai vraiment ressenti cet amour inconditionnel, un amour infini. Enfin, c'est vraiment puissant, c'est difficile à décrire. Et d'ailleurs, cette danse s'est terminée par un câlin collectif, à l'image de la pieuvre, parce que je pense qu'on avait besoin de se dire, de se témoigner cet amour. Et d'ailleurs, ce que j'ai trouvé fascinant dans la retraite, c'est à quel point j'ai ressenti de l'amour pour des femmes que je venais de rencontrer. Et ça a commencé dès le premier soir dans un exercice où j'ai été en binôme avec une femme et où on s'offrait des danses à tour de rôle. Donc là encore, on travaillait le donner et le recevoir. C'est fou combien j'ai ressenti d'amour en la regardant danser. Elle s'offrait à moi en toute vulnérabilité et j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Je me suis dit que si tout le monde osait être vraiment authentique, vulnérable, tout le monde aimerait tout le monde. Le problème, c'est qu'on se protège derrière des masques, des armures à cause de nos blessures. Et ça m'amène à dernier thème justement des enseignements de cette septième ère de clan, qui est le pardon. Et cette idée, en fait, que l'amour inconditionnel, ça commence par soi, et que ça veut dire d'aimer aussi ses côtés sombres et de se pardonner ses fautes. Euh, et comme tout être humain, la septième ère a vécu, elle aussi, des blessures, et elle s'est aussi cachée derrière des armures. Parce que dans le conte, elle est immortelle, donc elle a, quand elle a perdu son conjoint et ses enfants, ça lui a fait vivre énormément de ressentiments. Euh,
elle a connu hein, le deuil de l'amour perdu. Puis ça fait écho en fait à la peur que j'ai de perdre mon mari et au-delà, la peur de perdre l'amour. Comme je vous disais, c'est cette peur de perdre l'amour qui m'empêche d'assumer pleinement mes désirs. Et elle, en perdant son conjoint et ses enfants, elle a perdu la capacité à aimer parce qu'elle était occupée en fait à pleurer son amour perdu au lieu de voir qu'il y avait toujours autant d'amour et d'abondance autour d'elle. Euh, et à un moment donné, dans le conte, elle est au bord de l'océan, elle pleure. Alors, j'ai trouvé ça très drôle parce que moi, je, j'ai passé les vacances au bord de la mer, au Gaspésie, donc ça me rappelait des souvenirs. Et pendant qu'elle pleure et qu'elle rage, elle se fait mordre par une anguille. L'anguille hein, qui symbolise justement sa rage. Euh, Parce qu'en fait, elle est vraiment en colère de réaliser que la vie est aussi faite de choses désagréables. Et elle est presque déçue, en fait, d'avoir goûté au plaisir et au bonheur pour le perdre ensuite. Euh, et donc, l'anguille, c'est la première. Alors, avant l'anguille, en fait, il y a un autre oiseau qui lui montre, en fait, à quel point sa tristesse euh, et le fait qu'elle se soit fermée à l'amour, ça a des répercussions sur tout, hein, parce que ça finit par provoquer même un orage qui entraîne beaucoup de dégâts. Il y a cette idée chez les autochtones qu'on est tous et toutes liés dans le monde animal, végétal, humain, etc. Euh, et à quel point c'est dommageable aussi qu'elle ait fini, parce qu'elle a fini par trouver consolation dans des relations sexuelles sans amour. Mais il y a l'idée aussi dans ces enseignements que ça peut être dans la drogue, dans l'alcool, dans tous ces faux plaisirs, en fait, qui, en fait, nous font plus oublier ou qui nimblent la douleur au lieu, et donc nous ferment, en fait, à la possibilité d'aimer à nouveau. Et donc, l'anguille, en fait, c'est quelque part, c'est le choc nécessaire pour lui montrer que l'amour, il peut revenir après la souffrance et que si elle est malheureuse aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, elle s'est punie elle-même avec son attitude. Et si elle veut retrouver l'amour et la joie, elle doit accepter d'embrasser son côté sombre et toutes les émotions désagréables qui la traversent, parce que la vie humaine, c'est pas juste fait de plaisir. Euh, et plus tard aussi dans le conte, donc la guérison commence ici pour elle hein, quand elle a ce choc et elle réalise en fait que ben elle est l'auteur de sa propre misère. Et un peu plus loin dans le conte, elle rencontre d'autres animaux, dont une biche. Alors, quand elle voit la biche, au début, ça lui fend le cœur parce qu'elle la voit avec son faon, donc ça lui rappelle quand elle était avec ses enfants. Mais la biche, en fait, lui montre que c'est important d'être douce envers elle-même euh, et que ben, d'aimer les aspects négatifs de la vie, les cadeaux mal emballés, comme la mort de son conjoint, elle est là pour une raison aussi. Euh, mais aussi ses propres erreurs. Et à force, elle finit par trouver du positif dans chaque chose, chaque être, et par devenir un guide pour les hommes, hein, pour les hommes et les femmes, à qui elle enseigne comment justement respecter son corps, les bases de la sexualité sacrée, etc. Et en fait, il y a vraiment l'idée que se pardonner soi-même, c'est la clé pour être capable de pardonner aux autres. Parce que nous portons tous en nous un pôle féminin et un pôle masculin. Et à partir du moment où on accepte euh, de ne plus dire ah j'aurais dû, j'aurais pu, hein, où on arrête de se culpabiliser, on peut à nouveau s'ouvrir à l'amour. Et ce qu'elle a vécu là, ça m'a rappelé ma grosse peine d'amour. Alors, je sais pas un conjoint qui est décédé, mais j'ai dû faire le deuil d'une relation à laquelle je tenais beaucoup. La première personne avec laquelle je pensais faire ma vie, avoir des enfants, qui m'a quittée il y a plusieurs années. Et ça a été une grosse peine d'amour au point où j'ai commencé une thérapie. Euh, et en fait, aujourd'hui, tu sais, à l'époque, il m'avait dit un jour, tu me remercieras de t'avoir quitté. Je suis comme non, 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 etc. Parce que là, moi aussi, je voyais du noir, je voyais juste le mal. Mais finalement, je pense que c'est le plus beau cadeau qui m'ait fait parce que ça a été le début de mon chemin de guérison. Hein, j'ai commencé par une thérapie, j'ai changé de carrière, je me suis remis au chant et à la danse, et de fil en aiguille, je me suis bien travaillée en culture, j'ai rencontré mon mari, etc. J'ai eu des enfants, et voilà. Euh, donc, ce que la mère de clan a vécu, moi, j'y crois fois mille. C'est pas évident,
hein, quand on perd un être cher, de passer par-dessus. Et ça, on le verra avec la huitième mère de, la neuvième, non, la huitième mère de clan, la guérisseuse, hein, quand je vous dis qu'il y a une continuité, la prochaine, justement, qui nous, qui va nous aider à traverser ces cycles de vie et de mort. Euh, et en même temps, c'est le chemin vers l'amour. L'amour, ça commence par l'amour de soi. Et ça, c'est l'histoire de ma vie, parce qu'en fait, quand j'ai commencé ma thérapie, au tout début, ma thérapeute m'avait donné un livre qui s'appelait quelque chose comme S'aimer soi-même. Quand j'ai vu le titre, j'ai dit non, mais j'ai pas besoin de ça, moi je m'aime. Là, le problème, c'est que j'ai du mal à me faire aimer des autres. Et elle me dit non, non, c'est lié. Et quand j'ai commencé à lire le livre, je me suis dit waouh, oui, elle a vraiment raison, le problème, il est là. Et quelque part, c'est ça que j'ai vécu aussi euh, dans la retraite, en fait. C'est que le regard des autres m'atteint parce que je n'aime pas tout chez moi non plus. Moi-même, je me suis beaucoup jugée. À partir du moment où on se juge, on ouvre la porte au jugement des autres. Mais si au contraire, on aime tout chez soi, on se respecte pleinement, c'est ça qu'on va attirer aussi chez les autres, hein. On revient à cette réciprocité. Donc, quand elle a réalisé tout ça, en fait, à la fin de sa vie, la mère de clan finit par retrouver son compagnon au ciel, parce elle est immortelle, mais une fois que elle a fait tous ses rites de passage sur Terre pour aider les hommes, euh, elle retourne au ciel. Et à la fin, c'est très beau parce qu'en fait, les deux, elle et lui, deviennent les deux faces d'une même étoile. Et c'est pour illustrer vraiment la réconciliation du masculin et du féminin. Pourquoi c'est important? En fait, pourquoi justement, quand on est triste, ça affecte tout le monde? Ben, parce qu'on porte tous en nous ces polarités. Donc, c'est pas juste. On est unis, un peu comme dans Avatar, là. On est tous unis les uns aux autres, comme les arbres avec leurs racines, même si on ne le voit pas. Donc, ce que je trouve beau, en fait, c'est que son histoire, elle résume à elle seule mon propre cheminement, mais aussi un cycle complet de la route de médecine. Au début, hein, l'Est, on était dans l'émerveillement, le plaisir des sens, l'amour de la vie, un peu comme les enfants. Ensuite, avec son entrée dans la sexualité, on rentre dans le Sud, hein, la direction de la chaleur humaine, de l'été, justement, du respect, hein, élément clé de la sexualité. Et puis, avec la mort de son conjoint et de ses enfants, on arrive dans le deuil, hein, dans l'Ouest. L'Ouest, c'est la direction plus difficile, hein, de l'acceptation, du pardon. C'est là où on commence à voir les cadeaux derrière nos épreuves. Et ensuite, on arrive dans le Nord, l'amour inconditionnel, là où la sagesse, la liberté, là où on arrive enfin à réconcilier toutes les parties de soi et à être en paix. Et ce qui me fait sourire, c'est que présentement, enfin hier, ma mentor m'a rappelé que je suis présentement dans la direction Nord, puisque tous les 13 ans, on passe à travers une direction. Et moi, j'ai 45 ans cette année. 46. 46. Je suis en train de me rajeunir. 46. En tout cas, je suis dans la direction nord parce que ça commence à 39 ans. Je suis vraiment en ce moment en train de faire la paix avec beaucoup de choses, en train de réconcilier toutes ces parties de moi. Et j'ai décidé, après 2 ans et demi d'entrepreneuriat, de fusionner enfin ma vie pro et ma vie perso, et notamment mon compte Facebook. Euh, je ne sais pas si je vais garder la page Maman sans tabou, pour être honnête, mais j'ai décidé en fait de passer à un compte digital sur Facebook euh, et d'assumer pleinement mon nom. Je pense même renommer mon site web, parce que je n'osais pas à l'époque, pour pouvoir embrasser toutes mes facettes, parce qu'il n'y a pas juste la maternité. La maternité, ça fait partie de mon chemin. C'est un des sujets que j'adore et sur lesquels j'ai continué euh, à offrir des causeries, des cercles, etc. Mais il y a d'autres aspects de moi, comme justement l'artiste, hein, dont je vous parle beaucoup ces derniers temps, que je veux mettre de l'avant. Et donc ça passe par honorer mon nom euh, et le mettre davantage de l'avant. Donc voilà pour ce qui est de cette mère de clan. Euh, la dernière petite annonce que j'ai à vous faire, c'est la date du 9 août où va sortir l'entrevue avec mon invitée, celle qui se reconnaît pleinement dans cette mère de clan et qui s'appelle Geneviève B7. Alors Geneviève, elle est accompagnante somatique, coach rebelle et sensuelle et exploratrice des corps oubliés. Donc vous voyez vraiment le lien. Je l'ai rencontrée via le réseau des mères en affaires. Euh,
On avait eu une première entrevue ensemble, hein. J'ai participé à son balado. Je vous mettrai le lien. Je pense que c'était au mois de janvier pour parler de tabou, parce que c'est quelqu'un aussi, hein, qui, euh, qui veut nous aider à nous débarrasser de toutes ces peurs, tous ces tabous, tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, et qui, à travers une approche ancrée dans le corps, aide les personnes à libérer la honte, la culpabilité liée à leur passé pour reconnecter à leur sensualité et à leur pouvoir, à travers divers outils, le toucher, le yoga, la respiration, etc. Donc, nous allons faire sa connaissance le 9 août dans le prochain épisode de ce balado. D'ici là, si vous avez aimé, comme d'habitude, merci de me mettre des étoiles, des commentaires sur YouTube, Apple, Spotify et de le partager autour de vous parce que c'est vraiment le meilleur moyen de faire connaître mon travail. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très bel été, des belles vacances si vous êtes en vacances présentement. Profitez pour aller dehors, pour sentir l'herbe sous vos pieds, écouter le chant des oiseaux, sentir le vent sur votre peau, parce que c'est vraiment à ça que nous invite cette mère de clan. Bye tout le monde! Wimba la la, wimba